Et si je te disais que les véritables monstres n'ont ni cornes, ni crocs, ni griffes ensanglantées? Et si je te disais que le pire d'entre eux portait une chemise repassée, offrait des fleurs, promettait l'amour éternel, tout en me regardant comme si j'étais la seule femme au monde? Est-ce que tu me croirais? Je m'appelle Claire Marguerite Lemoine, mais dans mon village, tout le monde m'appelle simplement Mamie Claire. J'ai 85 ans et je vis à Brive-la-Gaillarde, une petite ville tranquille nichée entre les collines du sud-ouest de la France, où les rues pavées et la brume matinale semblent garder les secrets des familles depuis des générations. Pendant plus de 60 ans, j'ai porté en silence une histoire qui continue à me déchirer la voix chaque fois que je la raconte. Une histoire qui a commencé par un coup de foudre et s'est transformée en un lent naufrage, invisible aux yeux de tous, mais gravé au plus profond de ma peau. Quand tu vas au marché dominical ici à Brive, peut-être m'as-tu déjà vu. Je suis cette vieille dame qui vend ses confitures maison, toujours habillée d'une robe fleurie, avec un petit foulard noué sur les cheveux blancs. Certains enfants me disent que je leur rappelle leur grand-mère. D'autres femmes me demandent mes recettes. Personne n'imagine qu'au fond de mon regard doux, je cache une vie de cris étouffés, de peurs muettes, de douleurs tues. J'avais 23 ans quand tout a basculé. Mais pour que tu comprennes bien, il faut que je revienne plus loin. Je suis née dans une maison de pierre aux tuiles rouges dans les faubourgs de Brive. Mon père Raymond était agriculteur. Il se levait avant le lever du soleil, travaillait les champs jusqu'à ce que les étoiles soient éclairées. Ma mère, Madeleine, s'occupait de la maison, de ses 5 enfants et confectionnait des nappes brodées qu'elle vendait à la foire. J'étais la 3e. Nous étions 5 frères et sœurs. La maison était modeste, le sol en terre battue, les murs laissaient mêler passer le froid. Mais il y avait de la tendresse. Mon père ne levait jamais la voix sur ma mère. Il la respectait. Et dans les années 40, c'était presque un miracle. Ma mère me répétait en me montrant les points de couture. « Claire, ma fille, étudie pour ne jamais devoir dépendre d'un homme. » Et j'ai obéi. J'ai terminé l'école primaire et grâce à Madame Eulalie, mon institutrice, j'ai pu continuer mes études. Elle disait que j'avais de l'or dans les yeux, que ce serait un gâchis de ne pas m'aider. J'ai fini l'école normale à Limoges et à 19 ans, je suis devenue maîtresse d'école. C'était un petit miracle pour une fille de la campagne. Mes parents n'avaient jamais dépassé le certificat d'études. Le jour de ma première classe, mon père m'a regardée avec une fierté que je n'oublierai jamais. J'enseignais dans la même école où j'avais appris à lire. Mes élèves m'appelaient Mademoiselle Claire. J'étais heureuse, utile, mais à Brive, une jeune femme de plus de 20 ans sans mari, ça faisait parler. Elle finira vieille fille, disaient les commères. Elle a trop lu, ça fait fuir les garçons. Je riais, mais parfois, le soir, je pleurais dans mon oreiller. Je rêvais d'amour, moi aussi. Et c'est un soir de fête de la Saint-Jean en 1960 que je l'ai rencontré. Étienne. Il venait de Clermont-Ferrand, embauché comme comptable dans la nouvelle agence bancaire du village. Il était élégant, bien coiffé, poli, avec un accent de la ville. Il m'a invité à danser. Il m'a offert une limonade. Il m'a dit que je n'avais jamais vu une institutrice aussi jolie. Et moi, j'ai rougi comme une gamine. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, toujours accompagnés. Mon père insistait pour que mon petit frère nous suive en promenade. Étienne était galant, respectueux. Il m'offrait de petites choses, un ruban pour mes cheveux, un chocolat, un livre de poésie qu'on lisait sur le banc du jardin. Un soir d'hiver, il m'a demandé en mariage. « Mademoiselle Claire, si votre père le permet, j'aimerais faire de vous ma femme. » Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'en ai eu le vertige. À 23 ans, je pensais déjà que le mariage n'était peut-être pas pour moi. Et là, un homme instruit, doux, travailleur, me demandait ma main. Il est allé voir mon père avec une bouteille d'Armagnac. Ils ont parlé longtemps et quand mon père est ressorti, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « C'est un homme bien. Si tu veux, tu as ma bénédiction. » On s'est mariés en mars 1961. La robe, c'est ma mère et mes tantes qui l'ont cousue. Le gâteau, c'était celui du boulanger du coin, offert. La musique, c'était des accordéonistes du village. On n'avait pas grand-chose, mais on avait le cœur plein. On a emménagé dans une petite maison près du pont, 2 pièces, une cuisine, un vrai lavabo, une rareté à l'époque. Les premiers mois, j'étais persuadée d'avoir épousé un ange. Étienne me ramenait des fleurs sauvages. Il goûtait tous mes plats en m'appelant ma reine. Il m'encourageait à continuer à enseigner. Il disait « Ma femme a de la tête, elle doit s'en servir. » Et puis un jour, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il a pleuré, il m'a embrassé le ventre. « Ce sera une fille et elle aura ton sourire, Claire. » Il avait raison. Lucie est née un matin de janvier 1962. Un accouchement difficile. Mais quand je l'ai tenue dans mes bras, j'ai compris ce qu'était l'amour inconditionnel.
Étienne la regardait comme s'il avait entre les mains un trésor du ciel. « Elle a tes yeux », m'a-t-il soufflé. J'étais sûre ce jour-là que j'avais tout pour être heureuse. Mais parfois, le diable ne frappe pas à la porte. Il habite déjà avec vous. Et ce qu'il a fait ensuite, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Mais je vais te le raconter, petit à petit. Si tu veux bien rester jusqu'à la fin, si tu es encore là, si cette histoire touche quelque chose en toi, écris-moi dans les commentaires. Moi aussi, j'ai survécu. Ton témoignage peut être la lumière que quelqu'un d'autre attend. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et laisse un like si tu penses que ces histoires doivent être entendues. Cette vidéo est une création originale, inspirée d'histoires vraies, racontées avec respect, cœur et vérité. Les premiers signes, je crois qu'ils étaient là, mais je ne voulais pas les voir. Après la naissance de Lucie, tout semblait paisible. Étienne avait obtenu une promotion à la banque, on avait repeint la maison et le dimanche, on allait pique-niquer près de la rivière. Il portait Lucie sur ses épaules, elle riait, criait « Papa !» et il lui chantait des comptines. Mais quand j'ai repris mon travail à l'école, quelque chose en lui a changé. Il rentrait du travail et ne disait plus bonjour. Il regardait Lucie, puis baissait les yeux. Il se mettait à fumer, à boire un peu de vin, puis beaucoup. Il a commencé à dire que j'étais égoïste, que je préférais mes élèves à ma famille. Il disait que je l'humiliais en travaillant, qu'une vraie femme restait à la maison. J'ai cru que c'était la fatigue. Mais un soir de février, alors que Lucie avait à peine 1 an, il m'a giflé. Une gifle sèche, violente, soudaine, juste parce que le repas n'était pas chaud quand il est rentré. Lucie a pleuré et moi, je suis restée figée. Il a pleuré après. Il m'a dit qu'il avait honte, qu'il était stressé par la pression de son patron, qu'il ne recommencerait jamais. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Pendant un temps, il a été plus doux. Il m'a offert un collier. Il m'a écrit un mot. « Pardon Claire, tu es mon aimant, tu es mon étoile. » Mais c'était le début d'un cycle. La jalousie, le contrôle, le silence, puis la colère, la violence. Et à chaque fois, les excuses, les promesses, les pleurs. Il a commencé à me prendre mes carnets, à lire mes lettres, à fouiller dans mes affaires. Il disait qu'il ne voulait pas que je parle de lui à mes amis, que ce qui se passe dans un couple reste dans le couple. Et moi, j'ai commencé à me taire. J'ai arrêté de voir mes collègues en dehors de l'école. J'ai arrêté de visiter mes parents. Il disait que ma mère se mêlait de tout et que mon père n'aimait pas les gens comme lui. Et un jour, il m'a enfermée. Oui, il a fermé la porte à clé et a gardé la clé dans sa poche. J'étais prisonnière dans ma propre maison. J'ai attendu qu'il parte au travail. Je suis allée chez ma voisine, Marianne, en tremblant. Je lui ai dit que c'était un malentendu, que j'avais perdu la clé. Mais elle a vu mon bras bleu et mes yeux rouges. Elle m'a dit « Claire, s'il l'a fait une fois, il recommencera. » Je l'ai supplié de ne rien dire. Je lui ai juré que j'allais régler ça. Mais je savais que je mentais. Quand je suis rentrée, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu m'as trahi, tu vas le payer. » Et il m'a enfermée 3 jours entiers. Je n'avais que du pain sec et de l'eau. Lucie pleurait dans la pièce d'à côté. Il ne la laissait pas venir à moi. Il m'a dit « Tu n'as pas besoin d'amis, tu n'as besoin que de moi. » Je ne sais pas comment j'ai survécu à cette semaine-là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me lever, pour tenir, pour ne pas hurler. Mais quelque chose en moi s'est cassé. Et le pire, le plus cruel, c'est qu'un dimanche, il a emmené Lucie à l'église. Et en revenant, il m'a dit « Le prêtre a parlé de la soumission de la femme. C'est la volonté de Dieu. Tu dois m'obéir. » C'est là que j'ai compris qu'il allait se servir de la foi pour me faire taire. Et moi, qui avais grandi en priant chaque soir, en chantant les cantiques de Noël, je me suis sentie trahie par Dieu lui-même. Mais je ne voulais pas que Lucie grandisse sans père. Et je ne voulais pas que le village sache. À Brive, à l'époque, une femme qui parle est une femme qui ment. Alors j'ai mis du fond de teint, j'ai souri, j'ai cuisiné, j'ai mis des robes longues pour cacher les bleus. J'ai appris à ne plus faire de bruit en marchant, à deviner ses humeurs, à respirer moins fort. Je me suis éteinte à petit feu. Et un jour, il a levé la main devant Lucie. Elle avait 3 ans. Elle m'a regardée avec des yeux paniqués et j'ai senti en moi un feu que je croyais mort. Je ne savais pas encore comment, mais je savais une chose, je ne pouvais plus rester. Si tu as lu jusqu'ici, dis-moi dans les commentaires, je refuse de me taire. Ton courage peut réveiller celui d'une autre. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo si tu crois que la vérité doit sortir de l'ombre. Souviens-toi, ce témoignage est une création originale, inspirée d'histoires vraies, racontées avec dignité et vérité. Je crois que ce fut le jour où j'ai vu le regard de Lucie changer, que tout a commencé à basculer en moi. Elle n'avait que 3 ans. Un dimanche matin, alors qu'elle renversait son bol de chocolat sur la nappe,
Étienne s'est levé d'un bond et a frappé la table. Elle a sursauté, et moi aussi, mais elle n'a pas pleuré. Non, elle est restée immobile, les yeux écarquillés, comme si elle savait déjà qu'il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas aggraver les choses. Et là, j'ai vu ma propre enfance dans ses pupilles. J'ai revu mon père, Raymond, criant sur ma mère, Madeleine, parce que le rôti était trop sec. J'ai revu ses poings sur la table, les portes qui claquaient, les silences lourds. J'ai revu ma mère se taire, rire faux, porter ses robes longues en plein été pour cacher ses bras. Et j'ai su que je reproduisais exactement ce que j'avais fui. Je m'étais juré que jamais mes enfants ne vivraient ce que j'avais vécu. Et pourtant, j'étais là, à regarder ma fille grandir dans la peur, à normaliser le contrôle, la domination, la terreur. Tout ça pourquoi? Pour sauver les apparences? Pour qu'on me dise à l'église que j'étais une épouse exemplaire? Ce soir-là, après qu'il s'est endormi, j'ai pris Lucie dans mes bras. Je l'ai regardée dormir, ses cheveux en bataille, son petit visage détendu enfin, loin de ses colères. Et j'ai prié, pas comme avant, pas comme dans mon enfance. J'ai supplié, Seigneur, si tu existes encore, aide-moi à ne pas devenir ma mère. Le lendemain, j'ai attendu qu'Étienne parte. Je suis allée chez Marianne. Elle m'a ouvert comme si elle m'attendait. Elle m'a fait du café, m'a tendu un mouchoir. Je lui ai dit, il m'a enfermée, il m'a frappée. Et maintenant, il crie sur Lucie. Elle m'a regardée avec une douleur immense. Puis elle m'a dit, Claire, il faut partir. Même si tu n'as nulle part où aller. Mais où partir? Ma famille était loin. Je n'avais pas d'argent à moi. Étienne gérait tout, les comptes, les cartes. Même ma paie allait sur notre compte joint. Je me suis sentie piégée. Pauvre dans une maison propre, enchaînée dans un quartier tranquille, j'ai commencé à cacher un peu d'argent, à dire que j'achetais des fournitures baises pour l'école. J'ai demandé une avance à la directrice, sous prétexte de travaux. J'ai ouvert une boîte postale au nom de jeunes filles. Et surtout, j'ai commencé à noter tout, chaque insulte, chaque menace, chaque trace sur ma peau. Je me suis mise à écrire comme un journal. Chaque jour, une ligne, un cri étouffé. C'était ma manière de ne pas devenir folle, d'exister encore un peu. Un soir, il a voulu s'en prendre à Lucie. Elle avait cassé un verre, il a crié, il a levé la main. Je me suis interposée. Il m'a poussée contre le mur. Je suis tombée, mais je me suis relevée. Et j'ai dit, tu ne la toucheras pas, jamais. Il a ri, il a dit que je devenais folle, que j'allais voir ce que je méritais. Mais cette nuit-là, j'ai pris Lucie et je me suis enfermée dans sa chambre. J'ai bloqué la porte avec une commode. J'ai attendu qu'il s'endorme. Et j'ai compris que je n'avais plus de choix. Je ne pouvais pas le changer, je ne pouvais pas le sauver, mais je pouvais sauver Lucie. Et pour ça, je devais devenir une autre femme, une femme que je ne connaissais pas encore, une femme prête à fuir sans rien, prête à tout perdre, sauf sa fille. Si tu as lu jusqu'ici, écris-moi en commentaire. Je choisis ma fille, pas le silence. Ce témoignage peut donner du courage à une autre femme. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. Chaque voix compte. Ce contenu est une création originale, inspirée de faits réels, racontés avec dignité. Je pensais que le plus difficile serait de fuir, mais je ne savais pas encore que le pire serait d'affronter ceux qui m'avaient appris à pardonner, mais pas à me protéger. Quand j'ai confié à Marianne que j'allais partir, elle m'a serré fort et m'a dit « Tu n'es pas seule, mais choisis bien à qui tu parles ». Elle avait raison. J'ai été voir sœur Véronique, la religieuse de notre paroisse. Elle m'avait toujours accueillie avec douceur, m'appelait ma fille, me donnait des brochures sur la prière. Je lui ai parlé. Je lui ai dit la vérité, qu'Étienne me frappait, me contrôlait, menaçait Lucie. Je croyais qu'elle allait me prendre dans ses bras, me dire de fuir, de me protéger, de protéger ma fille, mais non, elle m'a regardé longuement et elle m'a dit « Le mariage est un sacrement, Claire. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Je suis restée figée. Elle a continué. Il faut prier pour lui et rester forte. Les femmes chrétiennes sont appelées à porter leur croix. Peut-être est-ce ta mission. Ma mission? Être frappée, enfermée, avoir peur que ma fille soit battue à son tour. Je suis sortie de là glacée, brisée. Et je me suis dit que si même Dieu m'avait abandonnée, alors à quoi bon? Je suis rentrée à la maison. J'ai regardé Lucie jouer avec ses cubes. Je l'ai regardée rire toute seule. Elle ne savait rien encore. Elle croyait que son monde était normal. Et j'ai décidé que même si l'Église me tournait le dos, je ne le ferais jamais avec elle. Les jours suivants, j'ai préparé notre départ. J'ai mis de côté quelques vêtements, caché un peu d'argent dans une boîte de biscuits. J'ai prévenu l'école que je prenais un congé pour raison de santé. Et j'ai attendu une nuit d'orage, un de ces soirs où le vent
couvre les bruits, où la pluie bat les vitres et où les rues sont désertes. Quand Étienne est rentré tard, ivre et bruyant, j'ai su que c'était le moment. J'ai pris Lucie, endormie, l'ai emmitouflée dans une couverture et je suis sortie par la porte arrière. On a marché dans la boue. J'avais les chaussures trempées. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. J'ai frappé chez Marianne. Elle nous a fait entrer sans poser de questions. Elle m'a dit « Tu es courageuse. Maintenant, tu dois être forte. » On a dormi toutes les deux dans un petit lit d'appoint. Lucie s'est blottie contre moi. Et moi, j'ai pleuré en silence jusqu'à l'aube. Le lendemain, Marianne m'a emmenée chez une association de femmes battues. Elles m'ont écoutée, sans juger, sans prêcher. Elles m'ont dit « Tu as le droit de vivre, tu as le droit de partir. Dieu n'a jamais voulu ta souffrance. » Et c'est là que j'ai compris que j'avais été trompée. Pas seulement par Étienne, mais aussi par une foi déformée, par des paroles utilisées pour m'enchaîner et non pour me libérer. On m'avait appris à prier, mais pas à dire non, à me sacrifier, mais jamais à me protéger, à tout pardonner, mais pas à exiger le respect. Et j'ai su que je devais réapprendre tout, rebâtir ma foi, ma dignité, mon identité, non pas comme une épouse, mais comme une femme et une mère. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Dieu ne veut pas que je souffre en silence ». Ton mot peut être un refuge pour une autre femme. Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la. Ce témoignage est une œuvre originale, inspirée de faits réels, racontée avec respect et vérité. Pendant les premières semaines après notre départ, tout était flou, comme si je flottais dans un entre-deux. Je n'étais plus à lui, mais je ne savais pas encore qui j'étais sans lui. Lucie dormait mal. Elle se réveillait en sursaut. Elle demandait si papa allait venir ici aussi. Je la rassurais, mais au fond de moi, j'étais terrifiée, car je savais qu'il me cherchait. Il avait appelé mes amis, envoyé des messages à ma famille. Il leur disait que j'étais instable, que j'avais enlevé notre fille, que j'avais besoin d'un traitement. Et beaucoup le croyaient. Même ma propre sœur, Amélie, m'a dit au téléphone « Tu devrais revenir, ce n'est pas si grave que ça, tu exagères sûrement. » Ce fut une trahison de plus. Mais je ne pleurais plus. Je me répétais « Tu ne dois plus pleurer pour ceux qui veulent ton silence. » Au centre d'accueil, une psychologue m'a tendu un carnet. Elle m'a dit d'écrire chaque jour une chose que j'aimais chez moi, une seule. La première semaine, le carnet était resté vide. Je ne savais pas quoi écrire. Comment s'aimer quand on t'a appris que tu ne valais rien, quand chaque geste, chaque choix, chaque mot a été humilié ou corrigé. Mais un soir, Lucie a mis ses bras autour de mon cou et m'a dit « Maman, tu sens bon ». Et j'ai écrit « Je suis une maman qui sent bon ». C'était peu, mais c'était un début. Petit à petit, j'ai repris contact avec mon corps, avec ma voix. J'ai participé à des ateliers de théâtre, d'écriture. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai raconté mon histoire à d'autres femmes. Et en entendant leur silence, j'ai reconnu le mien. On m'a proposé un petit appartement social à quelques rues de l'école, un endroit modeste, mais à nous. Lucie a choisi la couleur des rideaux. J'ai accroché des dessins sur le frigo. Et pour la première fois, je me suis sentie chez moi. Mais Étienne n'avait pas dit son dernier mot. Il a engagé un avocat. Il a demandé la garde partagée. Il a dit que j'étais déséquilibrée, que je vivais dans un environnement instable. Il a menti. Et il avait des témoins. Je suis allée au tribunal avec le cœur lourd. Mais cette fois, j'avais des preuves, des photos, des enregistrements, des lettres et surtout, j'avais ma vérité. Quand le juge m'a demandé pourquoi je n'avais jamais porté plainte avant, j'ai répondu « Parce qu'on m'a toujours appris à me taire, mais je ne me tairai plus ». Et dans la salle, j'ai vu Marianne pleurer. Le juge a décidé que Lucie resterait avec moi. Étienne aurait un droit de visite encadré. Il a hurlé, il a quitté la salle. Mais je suis restée droite, solide, pas pour moi, pour ma fille. Si tu as tout lu, écris en commentaire. Je me reconstruis, même avec mes cicatrices. Ton mot peut aider une femme à tenir un jour de plus. Aime cette vidéo, abonne-toi, partage-la. Cette histoire est une œuvre originale inspirée de faits réels, racontée avec sincérité et respect. Après la décision du juge, beaucoup auraient donc cru que tout allait s'arranger, que justice avait été rendue, que j'allais enfin pouvoir respirer. Mais la vérité, c'est que la peur ne s'en va pas par décret. Elle reste tapie dans les coins de l'âme, comme une ombre prête à ressurgir. Étienne ne pouvait plus s'approcher de nous sans autorisation. Mais il trouvait des moyens. Il m'attendait parfois à la sortie de l'école, restait dans sa voiture, les vitres fumées levées, sans bouger. Lucie me disait « Maman, papa était là encore aujourd'hui. » Et moi, je devais faire comme si de rien n'était.
j'appelais la police, je faisais des mains courantes, mais on me disait « Il n'a rien fait de concret, madame », comme si la terreur silencieuse n'était pas un crime. J'ai dû apprendre à me défendre autrement. Je me suis inscrite à un cours d'autodéfense. J'y allais chaque semaine, pas pour devenir violente, mais pour que mon corps arrête de trembler. Je me souviens du jour où l'instructeur m'a dit « Regarde-toi dans un miroir et dis « J'ai le droit d'occuper de l'espace ». Je n'y arrivais pas. Je regardais mon reflet et je voyais encore la femme courbée, invisible, transparente. Mais il m'a fait répéter encore et encore. Et un jour, les mots sont sortis, pas forts, mais présents. Lucie grandissait, elle posait des questions. Elle disait « Pourquoi papa ne vient plus? Est-ce qu'on va retourner dans l'autre maison un jour? Pourquoi tu cries dans ton sommeil ?» Je répondais avec des mots simples, mais vrais. Je ne voulais plus mentir. Je lui disais « Parce que parfois, les adultes ne savent pas aimer correctement. Mais toi, tu mérites un amour sans peur. » Elle hochait la tête sans tout comprendre, mais elle se sentait en sécurité. Marianne venait souvent dîner à la maison, elle apportait une tarte aux pommes, elle aidait Lucie à faire ses devoirs. Et avec moi, elle parlait peu. Mais ses silences étaient pleins de présence. Un soir, elle m'a dit « Tu sais, je crois que tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » J'ai souri, gênée. Je ne me voyais pas comme ça. Mais peut-être que le courage ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Peut-être que le courage, c'est de se lever chaque matin alors qu'on a peur. C'est de préparer le petit déjeuner avec des mains qui tremblent. C'est de répondre à une question d'enfant avec un nœud dans la gorge. J'ai repris contact avec mon frère, Jérôme. On ne se parlait plus depuis des années. Il m'a invité à passer un week-end chez lui, dans le Lot. Je n'avais jamais osé partir seule avec Lucie depuis notre fuite. Mais cette fois, j'ai dit oui. Dans le train, Lucie regardait le paysage, fascinée. Et moi, j'ai senti quelque chose de nouveau dans ma poitrine. Pas la peur, pas la tristesse, mais une sorte de légèreté. Comme si pour la première fois depuis longtemps, le monde ne pesait pas entièrement sur mes épaules. Chez Jérôme, on a ri, on a cuisiné. Lucie a joué avec ses cousins. Et moi, j'ai dormi sans cauchemar. C'est là que j'ai compris que la paix ne tombe pas du ciel. Elle se fabrique morceau par morceau. Elle se tisse dans les petits gestes, les silences doux, les regards sans jugement. Et surtout, elle se choisit. Il y a des mots qu'on garde enfouis pendant des décennies, des vérités qui brûlent, mais qu'on ensevelit sous les couches du silence, de la honte, de la peur. Moi, il m'a fallu 74 ans pour oser les dire. Tout a commencé par une rencontre inattendue. L'assistante sociale du centre m'a parlé d'un groupe de parole organisé par une association locale. Ce sont des femmes comme vous, m'a-t-elle dit, des femmes qui ont survécu. J'ai refusé 3 fois. Je ne voulais pas, je n'étais pas prête. Et surtout, je ne voulais pas entendre mon histoire dans la voix d'une autre. Mais elle m'a tendu une brochure avec une date, un lieu. Elle a dit simplement « Quand vous serez prête ». Le dépliant est resté sur ma table de nuit pendant 2 mois. Parfois je le regardais, parfois je le cachais sous un livre. Et puis un soir, je me suis dit « Tu as survécu, il est temps d'en parler ». Le jour de la réunion, mes mains tremblaient. Je suis arrivée dans une petite salle de la maison des associations. Une dizaine de femmes étaient là, assises en cercle. Certaines avaient tous les bras croisés, d'autres regardaient le sol. Personne ne souriait, mais toutes étaient présentes. Une animatrice a parlé doucement. Elle a dit qu'on pouvait écouter, parler ou juste pleurer. Alors j'ai écouté. Et ce que j'ai entendu m'a bouleversée. Des histoires différentes, mais la même mécanique, le même isolement, le même poids du silence. Quand ce fut mon tour, j'ai voulu dire non. Je voulais me lever, partir. Mais j'ai regardé Lucie, assise dans un coin de ma mémoire. Et je me suis dit, fais-le pour elle, pour qu'elle n'ait jamais à se taire. Alors j'ai ouvert la bouche. Et j'ai dit, mon mari m'a frappé pendant 40 ans. Et personne n'a jamais su. Les mots ont résonné dans la pièce comme une détonation silencieuse. Personne n'a bougé. Mais moi, j'ai senti un poids quitter mon dos. J'ai parlé longtemps. Des gifles, des menaces, des humiliations en public, des silences imposés, des nuits enfermées dans la salle de bain, à pleurer sans bruit. Et quand j'ai terminé, personne n'a applaudi. Mais une femme s'est levée. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main et elle a dit « Merci ». C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me touchait sans me faire mal. Après cette réunion, j'ai commencé à écrire des lettres que je n'ai jamais envoyées, des pages pleines de colère, de douleur, mais aussi d'espoir.
j'ai appris que la vérité est un acte de résistance. Et qu'en la disant, on libère aussi d'autres femmes. Lucie a remarqué un changement. Elle a dit « Tu ris plus souvent, maman ». Et j'ai compris que je guérissais, pas d'un coup, pas totalement, mais morceau par morceau. Un jour, Marianne m'a dit « Tu pourrais raconter ton histoire dans un documentaire, aider d'autres femmes ». J'ai ri, moi, devant une caméra, mais l'idée a fait son chemin. Car si mon silence a servi à me protéger, ma parole peut servir à protéger les autres. Si tu as tout lu, commente. Je ne me tairai plus. Ton commentaire peut ouvrir une brèche dans le mur de silence de quelqu'un. Aime cette vidéo, abonne-toi, partage-la. Cette histoire est une œuvre originale inspirée de faits réels, racontés avec respect et humanité. Il y a eu une période où je me sentais presque coupable d'aller mieux, comme si, en guérissant, je trahissais la femme que j'avais été, celle qui avait subi, celle qui avait pleuré en silence. Mais un jour, au détour d'une conversation avec une des femmes du groupe de parole, j'ai compris. Elle m'a dit « Tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir survécu. Ce n'est pas une trahison, c'est une victoire. » Et ces mots ont résonné fort en moi. Lucie avait maintenant 17 ans. Elle était belle, curieuse, pleine de vie. Elle me posait de plus en plus de questions. « Maman, tu as déjà été amoureuse ? Maman, est-ce que tu voudrais un jour revivre avec quelqu'un ?» Et moi, je ne savais pas quoi répondre. Parce que pendant si longtemps, l'amour avait été mêlé à la peur. Mais je ne voulais pas qu'elle grandisse avec cette idée. Alors, je lui ai dit la vérité. J'ai été amoureuse. Et puis j'ai eu peur. Et puis j'ai survécu. Et maintenant, je réapprends. Elle m'a regardé avec ses grands yeux et elle a dit « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » J'ai pleuré ce jour-là. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Je me suis autorisée à vivre des petites choses que j'avais toujours évitées. J'ai acheté une robe rouge. Je suis allée au cinéma seule. J'ai pris un café en terrasse en lisant un roman. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie vivante. Jérôme, mon frère, m'a proposé de partir quelques jours à Bordeaux. Juste nous deux. Il m'a dit « Tu as toujours été là pour tout le monde. C'est à ton tour maintenant. » On a marché le long de la Garonne. On a parlé de notre enfance, de ce qu'on avait perdu, de ce qu'on avait gardé. Et au milieu d'une conversation, il m'a dit « Tu sais, je suis désolée de ne pas avoir vu plus tôt ce que tu vivais. » Je lui ai serré la main et je lui ai répondu « Ce n'est pas à toi de porter cette culpabilité. L'important, c'est que tu sois là maintenant. » Dans ces jours simples, sans violence, j'ai compris que le bonheur ne crie pas, il chuchote. Il est dans les silences doux, dans les regards qui ne jugent pas, dans les gestes tendres. Un matin, j'ai croisé Étienne, par hasard. Il était vieux, affaibli, il m'a à peine reconnu. Il a marmonné quelque chose. Je n'ai pas écouté et j'ai ressenti rien. Pas de peur, pas de colère, pas de haine, juste une paix froide, comme si l'ombre qu'il représentait avait perdu toute son emprise sur moi. Ce jour-là, j'ai su que je n'étais plus sa victime. Je n'étais même plus sa survivante. J'étais juste moi, claire, libre. Si tu as tout lu, commente. Je suis libre et je le mérite. Ton mot peut inspirer une autre femme à briser ses chaînes. Aime cette vidéo, abonne-toi, partage-la. Cette histoire est une œuvre originale, inspirée de faits réels, racontée avec respect et vérité. Pendant des années, j'ai vécu en m'excusant d'être là, d'exister, de respirer trop fort, de faire du bruit en marchant, de poser des questions, de vouloir autre chose, de dire non. C'est ce qu'Étienne avait fait de moi. Une femme qui se pliait, qui se taisait, qui courbait l'échine. Et même après son départ, je continuais à m'excuser. Au supermarché, je murmurais à la caissière. Chez le médecin, je disais « Je suis désolée de déranger ». Un jour, alors que j'étais dans la file d'attente de la poste, une femme derrière moi a poussé mon sac avec agacement. Je me suis tournée et j'ai dit « Oh, pardon ». Et soudain, j'ai eu envie de crier que je ne m'excuserais plus jamais d'exister. Ce soir-là, j'en ai parlé à Marianne. Elle m'a regardée avec tendresse et elle a dit « Tu sais, Claire, t'excuser constamment. C'est comme si tu demandais la permission d'être au monde et tu n'as pas à le faire. » Ces mots m'ont touchée et j'ai décidé de commencer un exercice. Chaque jour, je devais faire une chose sans m'excuser, dire bonjour avec assurance, exprimer mon avis, marcher dans la rue en regardant droit devant. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, j'ai senti que je reprenais ma place. Lucie m'a dit « Tu marches différemment maintenant. On dirait que tu es plus grande. » Je lui ai souri et j'ai pensé « Peut-être que je suis enfin à la hauteur de moi-même. » Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme avec des rides, des cheveux gris, mais aussi un éclat dans le regard. Et je me suis dit « Tu as survécu à l'enfer, tu n'as plus à t'excuser pour quoi que ce soit. » J'ai écrit une lettre à mon ancienne moi, à celle de 20 ans, de 30, de 40, à toutes celles que j'ai été et qui ont souffert en silence. Je leur ai dit « Je suis désolée de vous avoir oublié, mais je vous promets de ne plus jamais m'excuser à votre place. » Puis j'ai brûlé cette lettre
dans une petite boîte en fer sur le balcon et les cendres se sont envolées dans le vent. Je me suis sentie légère. J'ai commencé à aider d'autres femmes, à intervenir dans les groupes de parole, à écrire des textes pour des brochures, à témoigner, parfois à la radio locale. Un jour, une jeune femme m'a arrêtée après une réunion. Elle a dit « Vous avez mis des mots sur ma douleur. Merci. » Et j'ai su que mon histoire, aussi lourde soit-elle, avait un sens. Je n'étais plus une ombre, j'étais une voix, une lumière, une main tendue. Si tu as tout lu, commente. Je prends ma place dans ce monde. Ton commentaire peut éveiller d'autres silences. Aime cette vidéo, abonne-toi, partage-la. Cette histoire est une œuvre originale, inspirée de faits réels, racontés avec respect, vérité et dignité. Il m'a fallu plus de 60 ans pour comprendre que la peur n'est pas un destin. Elle peut s'installer dans nos os, dans nos rêves, dans notre façon de respirer. Mais elle n'a pas à être la dernière voix que l'on entend. Pendant des décennies, j'ai vécu comme si quelqu'un d'autre écrivait les lignes de ma vie. Je lisais un scénario qui ne m'appartenait pas, un rôle que d'autres m'avaient imposé, la femme docile, la mère silencieuse, la croyante obéissante. Mais un jour, j'ai repris la plume et j'ai commencé à écrire mes propres pages. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. Je vis toujours à Brive-la-Gaillarde, dans ce petit appartement en haut de la vieille ville. Je prends le temps de boire mon thé chaque matin en regardant les toits. Je lis, j'écris, je respire. Lucie vit à Toulouse maintenant. Elle m'appelle tous les dimanches. Elle m'envoie des photos, des petits mots, des poèmes. Et chaque fois, je me dis, j'ai réussi, je l'ai protégée. Je lui ai donné la chance d'un autre départ. Marianne vient encore me voir de temps en temps. On parle du passé sans douleur. On parle du futur avec douceur. Je ne cherche plus de revanche. Je cherche la paix. Je ne veux plus me souvenir pour souffrir. Je veux me souvenir pour transmettre. Je parle aux jeunes femmes, aux mères, aux filles, aux sœurs. Je leur dis, vous avez le droit de dire non, le droit de partir, le droit de vivre, le droit d'exister. Un jour, une adolescente m'a écrit, grâce à votre histoire, j'ai compris que je n'étais pas seule. Et c'est pour elle que je continue à raconter. Pour elle et pour toutes celles que l'on a réduites au silence. J'ai planté un petit arbre sur le balcon, un cerisier. Chaque printemps, il fleurit et je le regarde comme on regarde une promesse tenue. J'ai fait la paix avec Dieu à ma manière, pas celle des églises, pas celle des dogmes, mais celle d'une femme qui a connu l'enfer et qui croit encore à la lumière. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais une chose, je ne les vivrai plus jamais dans la peur. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je suis en paix avec mon histoire ». Ton mot peut être un phare pour quelqu'un dans la nuit. Aime cette vidéo, abonne-toi, partage-la. Cette histoire est une œuvre originale, inspirée de faits réels, racontés avec humanité, vérité et respect. Tous droits réservés.